Bonjour, chère communauté francophone et francophile. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui s'intitule S'autochtoniser en Colombie-Britannique. La présentation s'adresse à toute personne désireuse d'en savoir plus sur la vie passée et actuelle des peuples autochtones de cette magnifique province et du Canada en général. Et vous allez comprendre au fil de la présentation pourquoi j'ai utilisé le terme s'autochtoniser. Suivez-moi. Alors, de quoi parle-t-on au juste? Qui sont-ils? Quel langage doit-on utiliser? Le terme officiel est autochtone en français. Et en anglais, vous avez deux termes, Indigenous People et Aboriginal People. Les autochtones représentent 1,8 million de personnes, soit 5% de la population canadienne, un chiffre en constante augmentation. Les autochtones sont répartis en trois groupes. Tout d'abord, les Premières Nations, First Nations, qui représentent 1 million de personnes dans le pays, réparties en 630 communautés. Ils se partagent 50 langues indigènes, elles-mêmes réparties en 12 groupes de langues. Ensuite, nous avons les Inuits qui vivent sur le territoire du Nunavut. Ils représentent 624 000 personnes et leur langue est l'Inuktitut. Dans cette langue, le terme Inuit veut dire les gens. Et enfin, les Métis, donc qui résultent d'une union entre une personne autochtone et une personne européenne, aujourd'hui canadienne. Ils représentent 60 000 personnes. Leur langue est le Michif, que l'on trouve aujourd'hui dans la région des Prairies, en Alberta et Saskatchewan. Sur le site internet Whosland, je vous ai mis le lien à l'écran, vous allez pouvoir trouver des cartographies détaillées qui vous présentent toutes les communautés autochtones du pays. Quand on parle des peuples autochtones du Canada, on ne peut pas faire l'impasse sur l'histoire, car l'histoire de ces peuples a encore un très fort retentissement aujourd'hui. Je vais partir de 1876, point de départ de la loi fédérale sur les Indiens. Avant cela, l'entente entre le gouvernement canadien et les peuples autochtones était économique. Et suite au déclin du commerce des fourrures, cette loi est venue prendre une place de plus en plus importante. Et elle s'adresse par contre uniquement aux Premières Nations. Donc les Métis et les Inuits en sont exclus. Alors en 1876, le gouvernement canadien accentue son contrôle des Premières Nations avec cette loi qui a pour objectif d'assimiler ces Premières Nations en limitant leur pouvoir politique et économique et en interdisant leurs manifestations culturelles qui leur sont propres. Donc pour cela, la loi place les membres des Premières Nations sous la tutelle de l'État. Donc en fait, on les considère comme des personnes mineures. Et d'autres mesures de la loi sur les Indiens renforcent le pouvoir du gouvernement canadien sur les Premières Nations. Par exemple, cette loi, elle détermine les critères qui font qu'une personne peut être considérée comme un membre des Premières Nations, et cela sans considérer la vie de ces peuples. Et sur le plan collectif, la loi impose également un mode de gouvernance aux Premières Nations qui ne tient pas compte en fait de leur structure de pouvoir traditionnelle, qui est bien différente de celle des Européens canadiens. Et en effet, les communautés autochtones doivent désormais instaurer un conseil de bande et dont les décisions sont soumises à l'autorité des agents du gouvernement canadien. Donc le terme conseil de bande vient de cette loi et il est toujours utilisé aujourd'hui. Et sur le plan territorial, la loi sur les Indiens renforce le pouvoir du gouvernement canadien sur l'attribution des terres de réserve. Donc, on verra ça plus en détail tout à l'heure, aux communautés autochtones, donc détenues par l'État fédéral, par Ottawa. Ces terres ne peuvent pas être ni cédées ni vendues par le conseil de bande ou par les résidents de ces réserves. Pour les autorités canadiennes, ces réserves représentent un moyen d'accélérer l'assimilation des Premières Nations en encourageant leur sédentarisation
et en leur faisant adopter l'agriculture. Cette loi sur les Indiens, elle vise aussi à renforcer l'assimilation des Premières Nations en interdisant leurs fêtes directement liées à leur culture, comme les powwows, les potlatch ou encore les danses du soleil. Et en fait, l'évolution des droits fondamentaux des Indiens, elle est plutôt récente. C'est qu'en 1960 que toutes les Premières Nations, tous les gens appartenant aux Premières Nations ont le droit de vote au fédéral. On peut noter 1950 pour les Inuits. Et aujourd'hui, les peuples des Premières Nations, les Métis et les Inuits, ils ne font pas que voter, ils interviennent également dans les politiques locales, territoriales, provinciales et fédérales. Je vous entends me dire, mais pourquoi on parle d'Indiens alors que nous venons de voir que le terme officiel est autochtone? Certes, cette loi date de 1876 et elle existe toujours aujourd'hui, en 2023, bien qu'elle ait subi de nombreux changements. Mais son nom n'a pas changé. On parle toujours de loi sur les Indiens. Et en fait, on ne peut utiliser le mot indien que dans le cadre de cette loi. C'est assez contradictoire, mais voilà, c'est comme ça. Toujours dans le cadre de la loi sur les Indiens, il y a le statut d'Indien qui existe toujours aujourd'hui et qui est appelé comme tel. Le statut d'Indien, c'est un statut juridique d'une personne qui est inscrite comme Indien en vertu de la loi sur les Indiens. Et donc, en vertu de cette loi, les Indiens inscrits peuvent avoir droit à un ensemble d'avantages, de droits, d'avoir accès à des programmes, des services offerts par les gouvernements à la fois fédéraux et provinciaux ou territoriaux, comme des fonds en éducation postsecondaire, voilà, un accès à certains services de santé non assurés. Jusqu'aux années 1980, cette loi sur les Indiens a aussi privé de leur statut d'Indien, des femmes qui se marient à des non-autochtones, et de même, bien sûr, que leurs descendants. Par contre, cette exclusion ne s'est cependant jamais appliquée aux hommes autochtones, voilà, qui épousaient, eux, des non-autochtones. Et très récemment, en 2019, voilà, il y a eu un changement dans la loi. Donc, tous les descendants qui sont nés avant le 17 avril 1985, de ces femmes qui ont perdu leur statut d'Indien, ou qui ont carrément été radiées des listes de bande en raison de leur mariage avec un homme sans statut, ils auront le droit à l'inscription. Du coup, voilà, c'est une décision égalitaire qui met au même niveau les descendants de sexe masculin et féminin. Et enfin, je vais vous donner un chiffre, 270 000. Donc, c'est le nombre de femmes autochtones et de leurs descendants victimes de cette discrimination pour ce qui est de la transmission du statut d'Indien. Et du coup, c'est aussi, en fait, voilà, ça explique pourquoi la population autochtone, donc notamment chez les Premières Nations, est en forte augmentation. Après le statut d'Indien, il est important de parler de la réserve indienne. Et qu'en est-il aujourd'hui? Donc, d'après la loi sur les Indiens et les Premières Nations qui vivent dans les réserves, ils n'ont pas le droit à la propriété individuelle. Donc, tout au plus, ils peuvent obtenir un certificat qui atteste de leur droit d'occuper un terrain pour un certain nombre d'années. Les terres appartiennent au gouvernement. Donc, quelle est la définition de la réserve indienne dans cette loi? Donc, c'est une parcelle de terrain dont Sa Majesté est propriétaire et qui est la mise de côté à l'usage et au profit d'une bande. Donc, je vous renvoie au conseil de bande. L'exemption de taxes et d'impôts est seulement applicable dans certaines conditions spécifiques,
et ça ne peut pas être vu comme un privilège, loin de là. En effet, elle fait partie de la loi sur les Indiens qui donne aux Indiens inscrits le statut de mineur, donc aux yeux du gouvernement fédéral. Et du coup, ça vient avec tout un lot d'inconvénients. Donc, par exemple, ils ne peuvent pas contracter d'hypothèque, ils ne peuvent pas rédiger un testament, ils ne peuvent pas disposer de biens, comme ils ne peuvent pas être propriétaires du terrain. Ils ne sont pas admissibles à des prêts, donc par exemple, s'ils voudraient démarrer une entreprise, et ce, en fait, peu importe leur situation financière. Alors, bien que les réserves puissent servir de foyer pour les peuples des Premières Nations, elles sont en même temps, et c'est aussi une grosse contradiction, en fait, elles représentent l'autorité coloniale. Et voilà, aujourd'hui, c'est encore une forme d'apartheid, comme on pouvait le voir en Afrique du Sud. Cette notion d'apartheid n'est pas anecdotique. Je l'ai encore retrouvée dans la presse locale le 10 novembre 2023, où un chef de bande dit que l'Indian Act, donc la loi sur les Indiens, c'est une forme d'apartheid. Et c'est aussi une forme de ségrégation entre les Indigenous people et les Indiens, et les Canadiens, pardon. Les Premières Nations au Canada avec le statut d'Indien. Donc, sur cette carte, vous avez le nombre de personnes qui détiennent le statut d'Indien, le nombre de personnes voilà, qui vivent dans une réserve et le nombre qui vivent hors de la réserve, on reserve et off reserve. Donc, en Colombie-Britannique, 39% des Premières Nations vivent sur une réserve. Voilà, c'est le chiffre certainement un des plus importants, mais aussi en Saskatchewan, Manitoba et Québec, Nouveau-Brunswick, Nova Scotia et île du Prince-Édouard. Donc en fait, c'est pour illustrer cette carte que finalement, il n'est pas évident de vivre sur une réserve, ça n'a pas autant d'avantages qu'on pourrait le croire dans les stéréotypes du quotidien, et que beaucoup préfèrent quitter les réserves pour toutes les raisons que j'ai évoquées précédemment. Nous venons de voir les bases de la loi sur les Indiens, et avant de continuer d'appréhender cette loi et son impact sur la vie des peuples autochtones aujourd'hui, voilà, la suite de la présentation est quand même très sombre. J'aimerais faire avec vous un petit aparté, prendre de la hauteur en évoquant la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Alors, voilà, qu'est-ce que c'est et quel est le rôle du Canada dans ce document? Donc, cette déclaration, c'est un cadre universel de normes, un cadre mondial de normes minimales pour la survie, la dignité et le bien-être des peuples autochtones du monde entier. Et il a fallu au moins 25 ans pour arriver à négocier ce document. Des centaines d'États membres des Nations Unies et des groupes autochtones du monde entier ont participé à ce processus, et les leaders autochtones du Canada y ont joué un rôle très important. Plusieurs pays, dont le Canada, donc c'est contradictoire avec ce que je viens de dire à l'instant, ont exprimé leur crainte que ces mécanismes de protection n'entrent en conflit avec leurs lois nationales. Et c'est en 2007, quand l'Assemblée générale des Nations unies a voté sur l'adoption de la déclaration,
L'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis ont voté contre. En effet, ces pays ont tous une histoire coloniale notable impliquant des violations des droits des peuples autochtones. Mais le Canada a finalement adopté la déclaration en novembre 2010, mais seulement comme document aspiratoire. Et c'est en mai 2016, enfin, que le gouvernement du Canada a annoncé qu'il appuyait totalement la déclaration. En Colombie-Britannique, c'est la première province du Canada qui a mis officiellement en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur le droit des peuples autochtones. Le gouvernement de la Colombie-Britannique est très actif sur la transmission de la culture des peuples autochtones, notamment au niveau de l'éducation, où l'histoire et les cultures autochtones sont bien intégrées dans le curriculum scolaire. Mais je reviendrai en détail dans quelques minutes voilà, sur le rôle de la Colombie-Britannique et sa gestion des peuples autochtones. Un État qui détruit ou s'approprie ce qui permet à un groupe d'exister, ses institutions, son territoire, sa langue et sa culture, sa vie spirituelle ou sa religion, et ses familles, commet un génocide culturel. Le Canada fait tout ça dans sa relation avec les peuples autochtones. Je viens de vous lire un extrait du rapport de la Commission de vérité et réconciliation. Bienvenue dans la partie sombre de l'histoire du Canada. Cette commission, elle a été initiée en 2009. Selon cette commission, environ 135 pensionnats indiens ont été ouverts par le gouvernement au fil des années, dont 25 en Alberta, 18 en Saskatchewan, 17 pour la Colombie-Britannique, 15 au Manitoba, 13 en Ontario, 13 au Nunavut et 10 au Québec. Les pensionnats ont été administrés selon les endroits par les églises soit anglicanes, catholiques, presbytériennes, baptistes ou unies. C'est le premier ministre John Macdonald qui a mis en place ce système de pensionnat autochtone. Il disait en 1883 « Les enfants indiens devraient être retirés le plus possible de l'influence de leurs parents et la manière d'y arriver est de les placer dans les écoles industrielles où ils vont acquérir les habitudes et les pratiques des Blancs. » Ce génocide culturel a duré 160 ans. Il a pris fin en 1996. Donc vous imaginez les retentissements que ça peut avoir dans la société aujourd'hui. 150 000 enfants autochtones ont fréquenté ces pensionnats. La commission Vérité et Réconciliation a pu recueillir les témoignages de plus de 7000 victimes. Il est difficile d'avoir un nombre exact du nombre d'enfants qui ont disparu. Voilà, 6000, 7000, c'est une estimation. En effet, cette commission est encore très actuelle. En 2015, 200 restes d'enfants ont été retrouvés à proximité d'un pensionnat à Kamloops, en Colombie-Britannique. Et on peut s'attendre à d'autres découvertes de ce genre macabre à l'avenir. Dans cette présente vidéo, je ne souhaite pas m'étaler plus sur les détails de ce génocide culturel. Par contre, il est important de savoir, de les connaître, ces détails. C'est pour cela que dans le descriptif de la vidéo, je vous mettrai le lien vers un reportage Arte qui s'appelle « Tuer l'Indien dans le cœur de l'enfant ».
Je vous préviens, c'est insoutenable. J'arrive même pas à le dire, voilà. Mais voilà, pour ceux qui ont le courage, je vous invite à le regarder et vous verrez peut-être le Canada sous un angle légèrement différent. Et enfin, concernant les dernières actualités sur cette thématique, donc cette année, en 2023, le gouvernement fédéral d'Ottawa s'est engagé à verser 2,8 milliards de dollars dans le cadre d'un recours collectif auquel ont pris part 325 nations concernant les préjudices causés par ces pensionnats. C'est la première fois que le Canada indemnise les bandes et les communautés en tant que collectivité pour les préjudices liés à ces pensionnats. Jusqu'à présent, le gouvernement avait indemnisé les personnes directement. Maintenant, voyons un petit peu plus en détail ce qu'il se passe en Colombie-Britannique. Alors la province a le deuxième rang en termes de population autochtone, après l'Ontario. Donc il s'agit au total de 290 000 personnes dites autochtones qui vivent en Colombie-Britannique, soit 5,9% de la population. Sur le site internet de la BC Assembly of First Nations, BC for British Columbia, vous trouverez de façon cartographiée, donc en carte interactive, les 1729 réserves de la province, associées à 199 nations autochtones. Vous avez le lien du site à l'écran. En début de présentation, je vous disais que les langues des Premières Nations étaient réparties en 12 familles linguistiques. Donc parmi ces 12 familles linguistiques, 7 sont circonscrites à la Colombie-Britannique, soit 50% des langues autochtones du Canada. La Colombie-Britannique se distingue des autres provinces dans sa gestion des droits des peuples autochtones. Déjà, contrairement à de nombreuses autres régions où les réserves résultent de traités conclus entre le gouvernement fédéral et les nations autochtones, la plupart des réserves de la Colombie-Britannique ont été créées en l'absence de ces négociations. Seulement 2 régions, donc, ce qui est très peu, dans la province sont visées par des traités historiques, à savoir l'île de Vancouver par le traité de Douglas et l'extrême nord-est de la province par le traité 8. Alors en Colombie-Britannique, comme ailleurs au pays, les réserves sont liées cette fois-ci voilà, par les modalités de la loi sur les Indiens. Mais voilà, étant donné le nombre de nations autochtones non visées par un traité, le gouvernement provincial il a mis en place un processus moderne de négociation territoriale. Donc plusieurs communautés de la Colombie-Britannique ont eu recours à ce processus ou à d'autres moyens pour négocier des ententes d'autonomie gouvernementale qui confèrent aux gouvernements autochtones le pouvoir de décision en matière de gestion de leurs terres. Dans la province, comme ailleurs au Canada, la majorité du territoire est toujours dit non cédé, ce qui signifie que les terres n'ont pas été formellement données aux colonisateurs européens. Mais concrètement, bien que les terres soient non cédées, vous pouvez acheter ou faire construire une maison sur ces territoires. Donc, quels sont les résultats de ça? C'est que l'exploitation des ressources ou encore le passage des nombreux pipelines sur ces territoires non cédés sont source de nombreux conflits entre le gouvernement et les peuples autochtones, et ça dure depuis des décennies. Mais quand même, certains jugements clés pour les autochtones du Canada et du monde entier viennent de la Colombie-Britannique. On peut prendre l'exemple du peuple Nisga'a de la vallée Nath, donc qui est située dans le nord-ouest de la province. En 1996, ce peuple a réussi à négocier le premier traité avec les gouvernements provincial et fédéral. Ils ont pu gagner 1930 km² de territoire, ce qui représente seulement 1/10 de leur territoire traditionnel, qu'on dit aussi ancestral.
Donc en fait, la grande majorité des communautés autochtones de la Colombie-Britannique n'ont toujours pas signé de traité. Et en fait, la province, elle est couverte d'un bout à l'autre de terres qui n'ont pas été cédées et sur lesquelles les autochtones ont des titres donc ancestraux. Et je vais revenir juste après sur ces territoires non cédés. Et enfin, comme je l'ai rapidement mentionné dans une diapo précédente, la Colombie-Britannique demeure un leader en éducation autochtone au Canada. Et depuis 2016, donc dans la province, les perspectives autochtones sont intégrées dans toutes les matières enseignées, de la maternelle à la 12e année. Donc peut-être que dans une vidéo prochaine, je pourrais vous parler plus en détail de ce que sont les perspectives autochtones. Et la petite nouveauté, c'est que dès l'année scolaire 2023-2024, donc en ce moment, les Britanno-Colombiens devront réussir un cours axé sur la culture et les perspectives autochtones pour obtenir leur diplôme d'études secondaires. C'est la seule province voilà, à avoir cette requête. Nous avons vu qu'en théorie, les droits des peuples autochtones n'ont cessé de s'améliorer. Et qu'en est-il aujourd'hui? Eh bien, dans la pratique, ce n'est pas si évident. Autochtone est toujours victime. Dans son rapport annuel 2022-2023, Amnesty International critique fortement le Canada pour son bilan en matière des droits des peuples autochtones, ce qui trouve un écho fort auprès des Premières Nations de la Colombie-Britannique notamment. Et l'ONG accuse le gouvernement fédéral, cette fois-ci, d'avoir manqué de répondre à ses obligations de protéger les terres et les cours d'eau des peuples autochtones. Selon l'organisation, donc en soutenant la construction de l'oléoduc Trans Mountain, le gouvernement fédéral et celui de la Colombie-Britannique continuent de violer les droits de la nation Tsleil-Waututh. Or, comme nous l'avons vu précédemment, le droit des peuples autochtones au consentement est un principe qui est protégé par la Déclaration des Nations Unies sur le droit des peuples autochtones. L'ONG accuse le Canada de ne pas protéger les peuples autochtones de la crise climatique, une crise qui continue d'exacerber les risques de disparition des cultures autochtones, un patrimoine et un savoir-faire ancestral qu'il serait donc d'après l'ONG dramatique de voir s'éteindre. Lors des méga-feux qui sévissent l'été, notamment en Colombie-Britannique et en Alberta, les populations autochtones sont les premières touchées, car beaucoup d'entre elles habitent dans des régions reculées. Amnesty note également des discriminations dites systémiques et une violation des droits fondamentaux comme l'accès à l'eau potable, même dans les réserves gérées par le gouvernement, à certains endroits, même proches des villes, les réserves n'ont pas d'eau potable. Cette enquête établit que les autochtones sont en général plus touchés par le chômage, la pauvreté, la consommation d'alcool et de drogue, la criminalité, la violence conjugale, le décrochage scolaire, le placement d'enfants et le suicide que les autres communautés. Il faut savoir que le taux de suicide chez les autochtones est 2 fois supérieur à la moyenne nationale. Et pour finir avec des chiffres plutôt négatifs, alors bien que les peuples autochtones ne représentent que 5% de la population, ils sont surreprésentés dans les prisons canadiennes. 30% sont des hommes autochtones et 42% des femmes autochtones. Maintenant, qu'en est-il des autres Canadiens, les non-autochtones, au quotidien? Comment ils vivent
discrimination des peuples autochtones, qu'est-ce qu'ils mettent en pratique pour essayer de réduire ces disparités au maximum. Depuis la publication du rapport final de la Commission de vérité et réconciliation, c'était en 2015, les reconnaissances du territoire sont devenues omniprésentes. Donc les Land Acknowledgements, au Canada, elles sont désormais présentées au début d'événements, couramment affichées sur les sites internet institutionnels, souvent présentes dans le profil public des gens, dans les biographies, sur les réseaux sociaux, dans les signatures de courriels. Vous ne pourrez pas y échapper. Par exemple, nous pourrions dire: nous tenons d'abord à souligner que les terres sur lesquelles nous sommes rassemblés aujourd'hui font partie du territoire traditionnel non cédé de la nation Stolo. C'est un exemple. Stolo, c'est le peuple né du fleuve. Alors c'est un premier pas, mais bien souvent cette reconnaissance du territoire est une simple formalité qui se banalise et voilà, qu'on dit maintenant par habitude dans toutes les circonstances que je vous ai citées précédemment. Et les peuples autochtones aimeraient qu'il y ait un peu plus d'engagement, plus de conscience lors de la reconnaissance du territoire. Et c'est notamment ce qui est aussi enseigné dans les écoles. Comment je peux faire, moi, personnellement, pour faire part de ma reconnaissance de vivre sur ce territoire non cédé des peuples ancestraux. Par exemple, je peux personnellement dire que je souhaite faire connaître l'histoire et le quotidien des peuples autochtones dans une autre langue que l'anglais et partager ces connaissances au plus grand nombre. Deuxième élément des autres Canadiens, c'est le 30 septembre, qui est un jour férié depuis 2021, et qui est appelé la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, du même nom que la commission dont on a parlé. Ce jour férié, il a pour but de rendre hommage aux survivants des Premières Nations, des Inuits et des Métis, et à leurs familles et à leur collectivité, et de veiller à ce que la commémoration de leur histoire et des séquelles des pensionnats demeure un aspect essentiel du processus de réconciliation entre les autochtones et les autres Canadiens. Donc cette journée, c'est la journée du chandail orange, donc tout le monde porte du orange ce jour-là. Le logo, c'est Every Child Matters, donc chaque enfant compte. Ce chandail orange, c'est un symbole de la dépossession de la culture, de la liberté, mais aussi de l'estime de soi dont ont été victimes les enfants autochtones pendant plusieurs générations. Nous venons de voir ce que pouvaient mettre en place les autres Canadiens pour reconnaître le droit des peuples autochtones, mais également sur le terrain, la culture autochtone est omniprésente, toujours dans un but de réconciliation avec ces peuples. Le musée d'anthropologie de Vancouver est une étape fondamentale pour découvrir les œuvres d'art exposées qui racontent l'histoire des premiers peuples de la Colombie-Britannique. Et également à Vancouver, vous avez le célèbre parc Stanley et ses totems qui datent de 1880. Également, quand on débarque sur le terrain canadien, on est souvent confronté aux réserves indiennes et on ne sait pas trop ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, comment on gère la rencontre avec la réserve indienne, qu'est-ce qu'on va y trouver. Donc quand on n'est pas du tout documenté sur le sujet, on peut se poser des milliers de questions. Déjà, est-ce que j'ai le droit d'entrer sur la réserve? Est-ce qu'il faut une autorisation? Logiquement, oui, on peut rentrer en étant non indien, statut d'indien. On peut rentrer sur les réserves parce que les terrains appartiennent au gouvernement. Néanmoins, ces réserves sont fermées
par des portails. Parfois ils sont ouverts, parfois ils sont fermés. Parfois il y a des barrières constantes, donc on ne sait même pas si à pied on a le droit d'y entrer. Donc j'ai pas la réponse sur ce sujet-là. Je peux juste dire que voilà, j'en ai traversé de nombreuses reprises et que ça s'est très très bien passé. On m'a simplement demandé, une bénévole de la réserve, avec son gilet jaune, où est-ce que j'allais, ce que je faisais, et elle m'a surtout dit de faire attention à moi, parce que les voitures roulaient vite. Donc j'ai trouvé ça très bienveillant de sa part. Et malgré le fait que les réserves soient toutes des rectangles parfaits, elles ne se ressemblent pas. Elles offrent chacune des services différents. Certaines n'offrent aucun service, sont simplement résidentielles. Et j'ai eu la chance de rencontrer un conseil de bande, d'être accueillie avec un groupe de francophones. Et nous avons été merveilleusement bien reçus par le chef et ses conseillers. La réserve était extraordinairement belle. Il y avait une école magnifique, voilà, dans un cadre somptueux. Et pendant toute une journée, nous avons pu échanger sur la culture des peuples autochtones, de ce peuple-là. Et nous avons pu poser toutes les questions qu'on souhaitait, sans aucun jugement. On nous a toujours répondu avec beaucoup de gentillesse, beaucoup de franchise. Les blessures du passé sont à vif, les conséquences du passé sont toujours là. Et malgré tout cela, la force de ce peuple, c'est d'arriver à se relever et à protéger sa culture. Vous êtes maintenant prêts à vous autochtoniser en Colombie-Britannique. Je vous remercie sincèrement de votre écoute. À bientôt!